cap sur des îles peu connues des Petites Antilles, petites sœurs discrètes des Grandes Antilles. Cet archipel s'étire du sud de l'arc antillais jusqu'au sous-continent sud-américain. La Barbade, Saint-Vincent, les Grenadines sont autant de perles d'un chapelet baptisé les îles du Vent. Avec leur population à l'origine amérindienne, mais qui s'est métissée avec la colonisation européenne et l'afflux d'esclaves africains, elles offrent aux voyageurs une authenticité revigorante. Ces ex-confettis de l'Empire britannique sont bien éloignés des images convenues que l'on se fait souvent de ce coin des Caraïbes. La Barbade est située le plus à l'est, entre la Martinique et les côtes vénézuéliennes. C'est une île corallienne, contrairement à la plupart de ses voisines qui sont volcaniques. Territoire original des Arawaks, l'île a été successivement occupée par les Portugais et les Anglais dès 1625. Aujourd'hui, indépendante, elle fait toujours partie du royaume du Commonwealth, héritier de l'Empire britannique. L'île, avec ses 34 km dans sa partie la plus longue, pour 430 km², constitue l'un des plus petits États au monde. Le village d'Oistine, tout au sud, est un bon point de départ pour entrer en contact avec les Bajanes, les habitants de la Barbade. Les pêcheurs qui sont partis depuis 2 ou 3 semaines déchargent leur cargaison sur la jetée qui leur est réservée. Le poisson volant, encore appelé exocète, constitue l'essentiel de la pêche. C'est le symbole national que l'on retrouve dans de nombreuses recettes. Au marché aux poissons couverts, situé à l'extrémité de la jetée, on découpe et prépare à la demande. Un des poissons les plus recherchés est le dolphin fish, une dorade très longue à la chair délicate. À la tombée de la nuit, Oistine reste un point d'attraction. Les bateaux des pêcheurs et le marché ont laissé la place aux bars et aux restaurants avec leurs grilles. Le vendredi soir, c'est l'un des lieux les plus courus de l'île. On y vient en famille déguster le poisson du jour que l'on va griller devant vous. La fraîcheur indiscutable du poisson associée au savoir-faire des cuisiniers sont la promesse d'une soirée réussie. Il faut parfois patienter de longues minutes devant les stands les plus réputés, dont le talent des cuisinières vous transforme une simple grillade en un mets de choix. À l'écart, les parties de dominos ont débuté. C'est du sérieux. Certaines tables semblent parier quelques billets qui, en fin de soirée, peuvent faire monter la fièvre. Très populaires dans l'arc antillais, les dominos avaient été introduits par les nobles à l'époque des grandes colonisations. À la Barbade, c'est un des sports nationaux. Les Bajanes en sont d'ailleurs champions du monde en titre. À une dizaine de minutes d'Oistine, vers l'ouest, Bridgetown, la capitale de l'île, se distingue par le style colonial de nombreux édifices.
Au-delà des références comme la Clock Tower, ces bâtiments néo-gothiques qui datent de 1871 abritent les institutions de l'île. Bridgetown a connu un essor important lorsque les colons britanniques ont généralisé la culture du coton et surtout de la canne à sucre. À partir de 1650, cette industrie en pleine expansion a fait appel en masse aux esclaves venus d'Afrique. Ces années sombres ont marqué l'histoire de l'île et ce n'est qu'à partir des années 30 que la population à majorité noire a pu avoir accès à des responsabilités politiques. La présence d'une synagogue aujourd'hui restaurée est le témoin du brassage des migrations qui se sont succédées dès le XVIe siècle. Le patrimoine architectural de l'île a eu du mal à résister aux tempêtes et aux cyclones, d'autant qu'une grande majorité de constructions étaient en bois. Les maisons coloniales encore préservées se font rares. La saison des courses hippiques se déroule en 2 temps, s'interrompant pendant la saison des pluies en septembre et octobre, mois durant lesquels l'hippodrome est un havre de paix et de verdure. À proximité du port, le marché est un des poumons de l'île. Tous les cultivateurs s'y donnent rendez-vous dès l'aube. Patates douces, piments, tarots, courges, fruits à pain et papayes sont en vedette. En se dirigeant vers la pointe nord de l'île, par la côte ouest, Spacetown est une petite bourgade au charme désuet, héritée de son passé colonial. Aussi simples que soient les demeures, elles sont souvent entourées de fleurs et de plantes luxuriantes. Les routes se font plus étroites et plus rares. C'est le signe que l'on approche de la pointe nord, où l'église de Sainte-Lucie est le dernier bâtiment important, perdu dans les vestiges d'anciennes exploitations de canne à sucre. La pointe nord n'est que falaise, rochers battus par les vagues, comme ici à Archer's Bay, saisissant contraste avec le sable fin des plages du sud. Le dimanche, dans la paroisse de Sainte-Lucie, c'est le jour du cricket, le sport roi à la Barbade. Mais l'équipe qui reçoit attend depuis 2 heures que les visiteurs soient au complet pour pouvoir enfin débuter le match. Les 2 équipes trouvent finalement un compromis avec des remplaçants et d'autres joueurs disponibles pour lancer le coup d'envoi. Une équipe nationale regroupant plusieurs îles de l'Est des Caraïbes, dont la Barbade et Saint-Vincent, se classe régulièrement parmi les meilleures équipes du monde. C'est dire l'importance accordée ici à cet héritage de l'Empire britannique. En basculant vers la côte est, le paysage s'ouvre sur les longues plages sauvages de Lakes Beach. Les forts courants et les vagues parfois imposantes
ont laissé l'endroit à l'écart de la frénésie immobilière. Le dimanche après le cricket, on descend volontiers plus au sud vers Martins Bay pour aller s'attabler dans un rum shop qui ne propose pas seulement différentes variétés de rhum, mais aussi de simples grillades que l'on partage en famille. Si l'exploitation des champs de canne à sucre n'est plus aussi florissante que par le passé, elle occupe encore beaucoup d'espace dans le nord et dans le centre de l'île. La saison de la coupe débute à la mi-février pour s'achever courant mai, avant l'arrivée des premières pluies en juin. Aujourd'hui, tout est presque entièrement mécanisé. Seules quelques parcelles, à peine 10% des surfaces, se travaillent encore à la main et à la machette. Les cannes à sucre sont acheminées à Blowers, à l'usine de Port Vale, dans le centre de l'île. Pendant la saison, un balai incessant de camions vient alimenter ces presses où la canne est broyée pour en extraire un jus, le vezou, qui sera ensuite cristallisé pour obtenir des sucres plus ou moins raffinés. Mais de 10 usines au début des années 2000, il n'en reste plus que 2 en activité. Le marché est plus compliqué, les prix ont chuté, et bien vendre un produit pourtant réputé de qualité est devenu difficile. Le sucre roux est aujourd'hui le principal débouché devant le rhum. Ici, avec la canne à sucre, on produit du sucre à partir d'un premier sirop. Une certaine partie va être transformée en mélasse. Et ce n'est qu'un très faible pourcentage de ce volume, environ 3%, qui va être expédié vers les usines pour la fabrication du rhum. La mélasse est envoyée dans l'usine de Bridgetown de Mount Gay pour être fermentée, distillée, puis ensuite vieillie plusieurs années pour devenir un rhum vieux, après 3 à 6 ans d'attente. La qualité de l'eau douce filtrée par le corail de l'île donne, selon les spécialistes, de très bons résultats. Par le passé, l'opération prenait beaucoup de temps avec ces vieux alambics qui datent de 1760. Ils étaient chauffés avec la bagasse, les résidus de canne broyée. La Barbade a changé plusieurs fois de physionomie. À l'arrivée des Anglais, la forêt primaire a été largement détruite pour laisser place aux différentes cultures. Au cœur de ce qui en subsiste, un horticulteur passionné, Anthony Hunt, a passé près de 4 ans à aménager un Éden hors du temps alors qu'il avait déjà 62 ans. Sa passion a permis d'obtenir un véritable concentré de plantes tropicales qui s'épanouissent d'autant plus qu'il n'est pas rare qu'il accueille ses visiteurs avec des airs d'opéra. La côte ouest possède tous les attraits que l'on attend d'une île des Caraïbes, avec de belles plages de sable blanc, comme dans les environs de Paynes Bay,
où s'enroulent également quelques belles vagues. Old Town, l'un des lieux historiques de l'île, est l'endroit où les Anglais ont débarqué en juillet 1605. Mais aujourd'hui, c'est surtout un parc où l'on se retrouve en famille en fin de semaine pour pique-niquer à l'ombre. Un rituel qui ne laisse aucune place à l'improvisation, certains étant équipés comme des professionnels pour réaliser leur grillade. Yep. Yes. No, mais je vais short, c'est ça. Everyone try to trick me with that shit. L'église Saint-James est l'une des plus anciennes de l'île. Elle a été construite en 1628 en bois, pour être ensuite dévastée par plusieurs cyclones successifs. L'un d'entre eux aurait détruit totalement l'édifice en 1780, qui avait pourtant été renforcé avec des pierres à base de corail. En prenant de la hauteur vers le centre de l'île, Lion Castle est une immense propriété créée par Ken Cole, un passionné de polo, qui a réalisé un complexe de villas luxueuses autour d'un terrain de jeu aux normes internationales. Le dimanche après-midi, la bonne société se retrouve dans ce lieu hors du temps pour des tournois. L'accent sud-américain y traîne souvent, en particulier du fait de la présence d'Argentins qui comptent parmi les meilleurs joueurs au monde. On ne peut quitter la Barbade sans évoquer des lieux comme celui de Brian Talma à Woman's Bay, où l'art se conjugue avec la passion de la mer. Ce champion de planche à voile et de surf a monté une école haute en couleurs, traduisant son profond attachement à l'océan. Les alizés soufflent régulièrement sur l'arc antillais, en particulier entre le mois de juin et d'octobre, où ils peuvent être puissants. Des conditions idéales pour pratiquer des disciplines comme le kitesurf. Nous partons maintenant vers l'ouest, pratiquement à la même latitude, aux îles de Saint-Vincent et les Grenadines. Le nom à lui seul est une invitation à découvrir ce chapelet d'îles qui n'a rien à voir avec la Barbade. Saint-Vincent est une île volcanique qui abrite la soufrière. Sa présence se perçoit aussi bien dans le sable des plages que dans le relief tout autour de l'île. L'île, plus petite que la Barbade, fait également partie du royaume du Commonwealth, indépendante depuis 1979. En remontant la côte est vers le nord à la hauteur de Biabou Bay, on prend toute la mesure du caractère volcanique de l'île. Les plages s'enchaînent, ouvertes sur l'océan Atlantique et au vent du large. À Orange Hill, un aqueduc rappelle l'ingéniosité des planteurs de canne à sucre qui faisaient venir l'eau de la rivière Rabaka,
laquelle mettait 2 jours pour atteindre les moulins destinés à broyer la canne. Un peu plus loin, Priscilla s'active autour de son four traditionnel alimenté par de la noix de coco. Elle prépare un pudding. Pour la recette, il faut mettre des patates douces, des épices, du gingembre, des extraits de vanille, du sucre et un peu de farine, juste un peu. On peut utiliser aussi de la noix de coco râpée dans ce mélange. Il faut mélanger le tout avant de le mettre à cuire. Il faudra 2 bonnes heures de cuisson. Sandy Bay est le dernier village à avoir une école. Après, la route s'arrête à la pointe nord. À Point Village, qui donne sur Oiwa Bay, ce sont les dernières maisons avant un univers beaucoup plus sauvage. Ici, à Oiwa Salt Pond, on vient se baigner lorsque la mer est calme dans ses piscines naturelles. Chez Mathilda, ce matin, on râpe de la noix de coco qui sert pour la cuisine et les desserts. Pour rejoindre la côte ouest, impossible de passer par le nord ou de traverser l'île, à moins d'être un très bon marcheur. Il faut donc redescendre dans le sud à la hauteur de la vallée de Mésopotamia, nichée dans un ancien cratère, le verger de l'île. Au loin, on aperçoit les premiers îlots qui marquent le début de l'archipel des Grenadines et l'île de Bequia. Les habitants ont tous le sentiment d'appartenir au même pays qu'ils nomment entre eux SVG, l'abréviation de Saint-Vincent et les Grenadines. Kingstown, la capitale, est la plaque tournante des îles du micro-État. Elle fut d'abord habitée par les Amérindiens Siboney en provenance d'Amérique du Sud il y a environ 5000 ans avant notre ère. Un autre peuple amérindien venu du Venezuela, les Arawaks, leur succéda vers le IIIe siècle de notre ère avant d'être à son tour supplanté par les Caribes, un peuple guerrier venu au XIVe siècle d'Amérique du Sud par le nord. Entre 1763 et 1783, la Grande-Bretagne et la France se disputèrent le contrôle de l'île Saint-Vincent, bien que le traité de Paris de 1763 l'ait reconnue île neutre. Les Britanniques tentèrent à plusieurs reprises de l'occuper, mais les Caribes se révélèrent de fort bons guerriers et réussirent à les repousser. Ils infligèrent même une cuisante défaite aux Anglais qui durent leur reconnaître le droit d'exister en tant que nation indépendante. Reste aujourd'hui ce jardin botanique créé en 1762 par le général Melville, gouverneur des Antilles britanniques, qui à l'origine avait pour but de développer des épices et des plantes médicinales. Le jardin abrite un élevage de perroquets amazones, endémiques à Saint-Vincent, largement menacés par le recul de leur habitat et la faible population sauvage. Les résultats sont encourageants, les femelles pondant en captivité. L'arbre à pain a été importé à Saint-Vincent depuis le Pacifique pour nourrir les esclaves, à une époque où beaucoup d'entre eux souffraient de la faim. C'est le capitaine Bligh, rendu célèbre par la mutinerie de son équipage sur le Bounty, qui l'aurait introduit sur l'île. On raconte que l'un des arbres à pain du vénérable jardin botanique de Kingstown serait l'un des premiers spécimens. Dans le centre-ville cohabitent au pied d'un arbre flamboyant l'église anglicane Saint-Georges et la cathédrale catholique Saint-Paul en pierre de lave. Toutes deux datent de 1820, et la teinte sombre de la cathédrale semble autant provenir de la pollution automobile que des pierres volcaniques qui ont servi à sa construction.
Les anciennes maisons en bois se font rares. Ici, on préfère se protéger des cyclones avec des murs en pierre et des toits de tôle. Dans le Peace Memorial Hall, la troupe de Maxine Brown est en pleine répétition. Maxine se dépense sans compter pour perpétuer les danses traditionnelles et en particulier la quadrille. Musicien, costume, elle a fouillé autant dans la mémoire collective que dans les rares documents disponibles pour être au plus près de ce qu'étaient ces danses. Cette quadrille vient de nos ancêtres. Les esclaves et les Caribes avaient observé les Européens et les Français dans leurs mouvements lorsqu'ils dansaient en ville. Ils ont adapté leurs mouvements, puis nous les ont transmis, ainsi qu'à nos enfants. Et nous devons désormais préserver cet héritage. Aujourd'hui, la quadrille se danse encore dans le nord de l'île, parce que selon Maxine, il y a là de nombreux descendants des Caraïbes. Elle met la main au prochain spectacle qu'elle compte donner avec sa compagnie au Festival des Arts Caribéens. Sur le chemin de la côte ouest, le fort Charlotte qui surplombe la ville est incontournable. C'est une place forte construite en 1806 par le roi George III d'Angleterre pour repousser les assauts des troupes françaises. Il avait donné le nom de sa femme à ce lieu qui pouvait contenir 600 soldats appuyés par 34 canons. Après Lowman's Bay, les villages de pêcheurs se font plus nombreux. C'est la force du vent et de la houle qui rythme les sorties souvent très matinales. Une technique de pêche souvent pratiquée consiste à ramener un filet du milieu de la baie vers la plage avec des rabatteurs dans l'eau qui dirigent les poissons vers le filet. En remontant vers le nord, les noms de lieux ou de baies en vieux français se succèdent. On passe de Questel à Chancey pour aller ensuite vers l'Ailloux. À la sortie de l'école, Jane et sa voiture épicerie font le bonheur des écoliers. Dans le village de Château-Bel-Air, on se rapproche du nord et du volcan, et le sable de la plage devient plus sombre. Dernier véritable village avant la Soufrière, c'est sur ces terres qu'ont vécu les premières tribus caribes. Les abords du volcan regorgent de sources et de rivières. À travers la forêt, en se dirigeant vers le relief,
on rencontre plusieurs chutes d'eau spectaculaires qui se frayent difficilement un chemin à travers une végétation très dense. La Dark View Fall est l'une des plus impressionnantes. Mais ce qui domine toute la partie nord de l'île, c'est le volcan qui culmine à 1200 mètres d'altitude. Rapporté au niveau de la mer toute proche, ce n'est pas rien. Le volcan est entouré de mystères et de légendes, sans doute parce qu'il est le plus souvent enveloppé de nuages et qu'il y pleut fréquemment. Son ascension permet d'accéder à une forêt magnifique. L'activité du volcan a débuté il y a 4000 ans et la dernière éruption en 2008 a laissé à proximité du sommet des goulets de lave où la végétation a repris le dessus. Autour du cratère principal, on trouve des plantes étonnantes et il faut s'armer de patience pour distinguer le fond du volcan. Lorsque celui-ci se dévoile pour quelques instants, on découvre à l'intérieur un dôme de lave de 130 mètres de haut qui date de l'éruption de 1979 et d'où s'échappent des fumerolles. Au pied de la soufrière, la terre est fertile. Les cocoteraies alternent avec de vastes bananeraies, une autre ressource naturelle de l'île. Plus bas, au village de Sandy Beach, on prépare un farine. Une fois par semaine, dans un immense chaudron, on remue un mélange de farine et de cassave râpée qui servira de céréales pour le petit déjeuner. Ouais, ça dure environ 3h30. Qu'est-ce que ça ajoute, la cassave? Eh bien, c'est une racine. On la pèle, on la râpe dans notre mélange. Et ça donne un goût spécial. Oui, ça apporte vraiment un très bon goût. Et vous le mélangez avec quelque chose? Oui, avec du lait et du sucre. C'est très bon. Au loin se dessinent les contours de l'île de Bequia, la deuxième plus grande île de l'archipel des Grenadines, qu'un ferry relie plusieurs fois par jour à Saint-Vincent. Le ferry de 17h est surtout fréquenté par des collégiens qui rentrent à la maison à Bequia, où il y a des écoles primaires, mais ni collège et ni lycée. La traversée de 20 km dure 1 heure.
Il n'y a que 5000 habitants sur cette île que 2 routes traversent. Il n'y a aucun risque de se perdre. Les pêcheurs de l'île sont concentrés dans le sud, à Paget Farm. Ils sortent en fonction des conditions de mer et de vent. En 1828, date du pic de production de sucre dans les Antilles, Bequia comptait 9 plantations de sucre, une église et 1400 habitants, dont 1200 esclaves. Après le départ des riches planteurs, les habitants les plus pauvres se sont reconvertis dans la pêche à la baleine. Bequia se construit alors une flotte de baleiniers et exporte l'huile et la viande de baleine. Ici, on pratique la pêche à l'ancienne, au harpon et à la voile. Aujourd'hui, un équipage est sorti. Un guetteur a repéré 2 mammifères au loin. Mais au bout de 2 heures de poursuite, le bateau rentre. Il s'agissait d'une mère et de son petit. Pas question d'y toucher. Chaque année, entre mars et avril, le quota de pêche est de 4 individus. Mais s'ils en pêchent 1 ou 2, ils seront déjà très heureux. Les pêcheurs sont considérés comme de véritables héros. S'attaquer à une telle masse avec un simple harpon et une corde relève toujours de l'exploit. Sur les quais de Port Elizabeth, la seule ville de l'île, McDowell propose différents objets réalisés à partir d'os de baleine. Je m'approvisionne directement auprès des pêcheurs. Je me rends dans les maisons et je fais mon choix en disant que je veux ça ou ça. Et compte tenu de ce que je fais, j'ai besoin d'être sélectif sur mes choix. Et donc, tout est assez cher. Regardez cette dent. Vous ne trouverez personne capable de faire quelque chose comme ça, je vous le garantis. Vous ne trouverez personne capable de réaliser un tel travail avec ce genre de détails. Un peu plus loin, ce n'est pas un baleinier que l'on construit, mais une barque de pêche. Ils sont plusieurs sur l'île à connaître les plans de ce genre de bateau et viennent volontiers dispenser leurs conseils. Il faudra 3 semaines environ pour que celui-ci puisse prendre l'eau. En se rendant vers la pointe sud de l'île, on arrive à Moon Hall. Dans les années 60, 2 publicitaires new-yorkais décidèrent de fonder ici une communauté avec un habitat écologique à base de pierres volcaniques qui connut un certain succès, dont il ne reste aujourd'hui que quelques belles maisons destinées aux touristes. Les plages autour de Port Elizabeth possèdent tous les atouts dont on peut rêver lorsqu'on navigue dans les Grenadines. Chaque année, à partir du mois de mars, l'île s'agite autour des voiliers et en particulier des vieux gréements. À l'occasion des fêtes de Pâques, une grande régate confronte les amateurs venus de toutes les Antilles. Dylan travaille depuis 3 mois sur celui-ci. Ça s'appelle un Bequia Double Ender. Ils étaient utilisés à l'origine sur cette île par les pêcheurs de baleines. Et puis, peu à peu, ils ont été transformés en bateaux de régate, avec plusieurs classes différentes, comme les 29 pieds ou encore les 18 pieds. Il y a aussi des 25 pieds. La baie de Port Elizabeth est un endroit parfait pour régater. Pour l'heure, on y trouve surtout de nombreux voiliers de croisière venus s'ancrer pendant leur traversée des Grenadines. Ici, on fréquente les écoles de voile très tôt, d'abord dans des caisses à savon comme les optimistes, pour ensuite s'essayer au double under avec plus ou moins de succès.
Plusieurs milliers de personnes sont attendues pour ces régates. Il ne reste que peu de temps pour pouvoir faire bonne figure et s'entraîner. Caractéristique commune à toutes ces îles des Antilles, le fort taux d'évangélisation de la population, de la part de l'Église anglicane le plus souvent. Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany. Mais la population de ces îles exposées aux tourments de la mer et à ses caprices est un terreau fertile pour de nombreuses sectes, comme les adventistes du 7e jour ou encore les témoins de Jéhovah. Le dimanche matin, une curieuse mélodie s'échappe de l'école communale. Wilson, le professeur de musique, donne un cours de steel drum, instrument originaire de Trinidad et Tobago, appelé encore pan. Il est pratiqué sur des fûts en métal de 216 litres utilisés par l'industrie pétrolière pour stocker et transporter de l'essence ou de l'huile ou encore de la compote. Ils sont sectionnés et leur face inférieure est emboutie puis martelée pour y réaliser un ensemble de facettes se comportant chacune comme une cloche. Just play like a verse and a chorus of the next couple of songs. So I want to get a good feel from what songs are on your repertoire. Right? Ce n'est pas du tout difficile. Non, ce n'est pas compliqué. Je pense que c'est comme toute chose. Lorsque l'on a l'aptitude et que l'on fournit des efforts, et surtout lorsque l'on s'y intéresse, alors il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. La côte nord, plus exposée, présente aussi un relief plus tourmenté. C'est le repère de Horton King, un pêcheur de tortues repenti. En 1995, il crée un sanctuaire pour sauver notamment les hawksbills en voie de disparition. Il ne recueille pas les œufs sur les plages, une démarche qu'il juge trop intrusive, mais plutôt de jeunes tortues fragiles qu'il élève et relâche ensuite. Sa grande fierté est d'avoir à ce jour sauvé 913 individus. Les enfants sont ceux qui vont grandir. C'est en leur enseignant dès maintenant ce qui se passe que l'on va y arriver. Il ne faut pas compter sur les politiciens. Les marins non plus ne se sentent pas concernés par ce qui se passe. Les enfants sont sensibles à la nature parce qu'ils ont accès à la télévision, à Internet et à toute cette technologie qui leur fournit de l'information. Et puis sur cette île, je suis là. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous aujourd'hui? Vous êtes là depuis 20 ans maintenant. Eh bien, c'est de continuer, parce que tout devient de plus en plus cher. Chaque année, c'est plus cher, et de moins en moins de gens se déplacent. C'est un vrai challenge maintenant de trouver de l'argent pour continuer tout ça. J'ai des réparations à effectuer sur le toit,
Je dois construire un nouveau bassin pour les bébés. Et puis surtout, je n'ai pas d'électricité. Si le gouvernement ne m'aide pas, il va falloir que j'investisse vers un système avec des panneaux solaires. Il est maintenant temps d'appareiller vers le cœur des îles Grenadines. Une trentaine d'îles dont seulement 12 sont habitées. Autrefois, les îles étaient reliées à Saint-Vincent par voilier. Nous embarquons à bord de Heron, un schooner de 20 mètres qui sillonne l'archipel tout l'hiver. Nous mettons le cap sur les Tobago Cays, constitués de 5 îlots protégés dans un parc national et qui sont la fierté des Grenadines. De Bequia, il faut entre 3 et 4 heures de navigation suivant l'orientation du vent. Après être passé au large de l'île Moustique et de Canouan, le décor est effectivement à la hauteur de sa réputation. Les îlots, vierges de toute infrastructure, ne sont pas habités et le mouillage est surveillé par des agents du parc. Le lagon des Tobago est notamment un sanctuaire pour les tortues marines, surtout depuis la création du parc en 1997, date à laquelle toute pêche a été interdite. Les îlots sont la partie émergée de tout un récif corallien. Ils portent des noms français. Petits rameaux, petits bateaux. Ils sont entourés de tout un écosystème, notamment d'une petite mangrove. La pêche des langoustes est autorisée à l'extérieur du parc vers l'île de Mayro, un peu plus loin. Sur Terre, ces îlots constituent aussi un havre pour toute une population d'oiseaux et de reptiles, en particulier des iguanes. L'iguane antillais consomme des fleurs, des fruits et surtout des feuilles. Il est totalement inoffensif. Sur Petit Rameau, les Roy qui travaillent pour le parc surveillent attentivement les concessions attribuées à d'anciens pêcheurs qui font griller des langoustes à l'attention des plaisanciers de passage. Au début, ça a été compliqué avec les pêcheurs. Maintenant, ils ont compris l'intérêt du parc. Ils travaillent avec nous, les rangers. Ils nous aident à surveiller les éventuels braconniers.
Ils nous préviennent. Nous avons aussi trouvé des alternatives pour leur trouver des jobs. Certains d'entre eux font le taxi en bateau pour les visiteurs, d'autres font des barbecues. Ce ne sont plus du tout des pêcheurs. La route pour vous, cette coupe-là, c'est pour vous. C'est dans ces îlots aux eaux chaudes et cristallines que s'achève notre navigation dans ce coin des Petites Antilles. On peut difficilement oublier cette parenthèse de douceur et de beauté qu'un coucher de soleil vient clore, comme le rideau rouge retombe sur la scène d'un spectacle merveilleux et flamboyant.